Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui commence sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le jeudi 2 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la rééducation post-Covid. Vous le savez, après être resté alité pendant plusieurs jours, vous pouvez avoir quelques petits problèmes de motricité. Puis nous parlerons de la rentrée scolaire qui s'annonce plutôt bien selon le rectorat avec une rentrée en partie en présentiel et en distanciel. Et enfin, nous écouterons Air Caraïbes, la direction principalement, qui ne met pas de vaccination obligatoire au sein de ses rangs, mais qui compte quand même appliquer le pass sanitaire. Sommes-nous égaux face à la prise en charge Covid? Une interrogation légitime à l'heure où des choix sont opérés, à savoir qui peut bénéficier de soins ou non. Des prises de décision que ne comprennent pas toujours les sapeurs-pompiers à qui l'on ordonne de ne pas tenter des massages cardiaques, c'est dur à lire quand même, quand les personnes sont en arrêt. Faute de place et de matériel disponible, les autorités effectuent un tri et ou facilitent le départ des malades avec des médicaments. Une fatalité difficile à accepter pour certains. Regardez. Je vais vous dire, comment ça se passe? Lorsqu'on va on intervient, il faut savoir que le SAMU a le dossier de tout chacun. Les personnes ont des comorbidités et le SAMU est informé. Si la personne est déjà en insuffisance respiratoire depuis quelque temps, le SAMU le sait également. Parce que bien souvent, des personnes, nous sommes intervenus auparavant et dont ils sont informés de la pathologie, de l'âge de la personne, des comorbidités de la personne. Et comme nous intervenons lorsque la personne est en fin de vie, ils nous disent carrément, si la personne est en arrêt, vous ne faites rien. Ce n'est pas de masser parce qu'ils connaissent l'âge, ils connaissent la difficulté et peut-être, je dis peut-être qu'il n'y a pas de place pour cette personne-là, qu'il n'y a qu'une chance. Et le plus souvent, les personnes sont en arrêt, ça nous est arrivé déjà à plusieurs reprises, on trouve les parents en train de masser les personnes. Et quand on arrive, on nous dit qu'on nous a de ne pas masser. Moi, j'assume mes responsabilités parce que ça m'est arrivé. En situation de catastrophe, la consigne, et c'est partout pareil dans le monde, c'est que les moyens disponibles doivent bénéficier à ceux qui ont des chances d'en bénéficier et d'avoir une issue favorable. Lorsque vous avez déjà malheureusement une situation d'arrêt cardiaque pour laquelle de toute façon, malgré des efforts importants, la messe est dite, vous n'allez pas consacrer beaucoup plus d'énergie alors qu'à côté même, il peut y avoir une victime qui, elle, relève d'une situation parfaitement transformable avec la même énergie. Et ça, il faut que tout le monde l'entende. Quand nous intervenons chez les personnes, il faut savoir que les personnes, on vous dit, vous êtes positif, oui, j'ai fait un test PCR. Oui, qu'est-ce qu'on vous a donné? Du doliprane. Après, d'entrer chez moi. D'accord? Et lorsqu'on revient chez les personnes sont désaturées. J'ai mis qu'on a beaucoup de monde qui m'entendent. Les personnes désaturent et à ce moment-là, on nous dit soit on l'emmène, soit on ne l'emmène pas. Et là, bien souvent, on nous donne laisser la personne sur place, d'accord? Et là, lorsqu'on revient après, quelques temps après, en fonction de la personne, c'est la personne décédée. Le problème du virus SARS-CoV-2 et de la COVID-19, c'est que c'est une pathologie qui crée une dette d'oxygène importante qui est extraordinairement bien supportée jusqu'au moment où la personne va faire un malaise ou un arrêt cardiaque. Certains ont parfois des caillots au niveau des artères pulmonaires par exemple et ne le savent pas. C'est décrit. Et certains ont l'impression d'aller beaucoup mieux, ils sont vraiment PCR négatifs après la période d'isolement et sont impatients de pouvoir reprendre une activité physique comme ils l'avaient avant. Et ne s'assurent pas qu'ils peuvent le faire et on a des surprises de cette manière-là. Donc on n'est pas surpris, pourquoi? Parce que on le savait sur la physiopathologie de la maladie que ces possibilités existent. Simplement, les personnes qui ont eu à venir à l'hôpital ou qui ont consulté un médecin ont pu être checkées pour savoir si elles avaient besoin ou de prévention, ou en fonction de la gravité des symptômes qu'ils présentaient, des mesures de prévention.
Ceux qui ont considéré qu'ils avaient juste un refroidissement, une simple grippe et qui ont fait le déni de la Covid, passent à côté. Et souvent, nous avons des familles qui ne comprennent même pas que leur proche a été malade de la Covid parce qu'ils n'ont jamais vu à quel moment il a été atteint. Et surtout, ne comprennent pas la violence de la disparition parce que pour eux, on ne meurt pas d'un arrêt cardiaque. L'intégralité de ce reportage sera diffusée donc ce soir à 19h30, donc juste après les infos. Et après une forme grave de Covid, les patients ont souvent besoin de rééducation et de séances de kinésithérapie. Rester alité plusieurs jours entraîne des dysfonctionnements qu'il faut corriger rapidement. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Félix. On doit obligatoirement avoir une prescription médicale. Donc c'est quand le patient a été vu par le médecin qu'après le médecin nous explique quels sont les antécédents du patient et qu'ensuite on va le voir. La séance les patients sont plutôt contents de nous voir. Donc comme vous l'avez vu, on fait une série d'exercices, on contrôle toujours la saturation et la fréquence cardiaque. Donc la saturation, c'est vraiment grosso modo la quantité d'oxygène qui passe dans le corps et qui va oxygéner les différents organes. On essaye de ne pas dépasser 94-93%. Bon, des fois les patients descendent un petit peu plus. On a des patients qui désaturent, donc qui descendent à 88-87%. Dans ce cas-là, en général, on augmente la quantité d'oxygène pour voir s'il remonte. On attend et si vraiment la personne met beaucoup de temps à resaturer, on arrête la séance et on prévient le médecin qui après prend le relais. Les exercices sont adaptés, c'est-à-dire que là vous avez vu une patiente qui est plutôt bien car elle marche, elle arrive à se mettre debout. On a des patients qui ne sont pas aussi bien, donc on a des patients qui ne sont pas du tout autonomes, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas se mettre debout. Donc effectivement on adapte la prise en charge en fonction de l'état du patient. Si le patient ne bouge pas, on va faire des mobilisations, on va essayer de le stimuler, on va essayer de l'asseoir au bord du lit pour regarder un petit peu son équilibre, ce genre de choses. Quand les patients sont un peu plus autonomes, on fait ce genre d'exercice, on les fait marcher, on essaie de les faire marcher sur de plus longues distances, toujours en contrôlant la saturation et la fréquence cardiaque parce que c'est vraiment ce qui est typique du patient Covid. Et après, quand ils vont mieux, ils vont sur le plateau technique où là on leur fait faire encore plus de choses. Donc il y a des escaliers, des distances plus longues, il y a du matériel, il y a du vélo, il y a des tapis de marche. Donc là ils font une rééducation un peu plus poussée. Mais on regarde toujours les différents paramètres, donc saturation, fréquence cardiaque et la tension aussi parce que la tension peut jouer. L'oxygène, c'est seulement pour les patients qui désaturent énormément à l'effort. Quand le patient va mieux, il n'a plus d'oxygène. On va quand même faire une réadaptation à l'effort, c'est-à-dire que même s'il n'a plus d'oxygène, il va être essoufflé rapidement sur des gestes de la vie courante. Donc le but de la rééducation, ça va être de lui permettre, sans oxygène, de retrouver une certaine autonomie pour que dans la vie de tous les jours, il ne soit pas essoufflé ou qu'il arrive à contrôler son effort. Et si la gestion de crise n'est pas encore tout à fait au point au CHU, quoiqu'effectivement il semblerait qu'ils aient stoppé le tri des malades, eh bien le rectorat, lui en tout cas, se sent très bien rodé aux mesures Covid. Pour la rentrée, les équipes pédagogiques mettent en place des protocoles afin de limiter le nombre d'élèves qui seront répartis dans des petits groupes de 5. Le 13 septembre, les petits effectueront donc leur retour en classe virtuelle et ou en présentiel. Dans le premier degré, la première semaine, les enfants auront des rendez-vous individualisés pour faire un état des lieux de leur situation. Et la semaine suivante, eh bien, les cours se tiendront uniquement le matin. Il n'y aura donc pas de restauration scolaire. Pour le second degré, les cours se feront directement à distance dès la rentrée. Et les lycéens devront tout de même se présenter dans l'établissement une fois par semaine. Plus de précisions avec la rectrice d'académie, Madame Gangloff-Ziegler. Nous sommes aujourd'hui aguerris à la gestion de crise sanitaire, que cela a été travaillé avec l'ensemble des partenaires de l'éducation dans le cadre d'un groupe de travail qui a été vraiment conduit avec efficacité et avec vraiment une vision constructive de l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui a permis de définir un premier cadrage que nous soumettrons encore demain au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 6, prise de service de l'ensemble des personnels affectés en établissement, dont les personnels enseignants.
Et le 13, arrivée des rentrées des élèves avec 2 formats. Premier degré, la première semaine, les élèves auront des rendez-vous individualisés avec leur enseignant pour faire un état des lieux, organiser la continuité pédagogique. Et à partir de la semaine suivante, les élèves seront accueillis par un petit groupe de 5 maximum dans leur classe et étalés sur la semaine, étant précisé qu'il y aura des cours que le matin et qu'il n'y aura pas de restauration scolaire. Dans le second degré, les élèves commencent en distanciel dès le 13, donc du 13 au 24, avant la période de revoyure, du 13 au 24. Et une fois par semaine, par roulement, ils viendront par petits groupes pour avoir un contact en présentiel avec un membre de l'équipe pédagogique, avec un enseignant, ça peut être le professeur principal ou un autre professeur. Là, c'est lors de l'après-rentrée, entre le 6 et le 13, que les équipes pédagogiques s'organiseront pour organiser ces venues par roulement. Il s'agit dans un premier temps d'accueillir les enfants, de créer le lien avec l'enseignant, de leur donner un premier plan de travail et pour pouvoir ensuite les revoir. C'est-à-dire que c'est déjà en fait créer ce contact, notamment pour les plus petits, avec l'école. Évidemment, les parents sont sollicités dans ce cadre et on comprend la gêne que ça peut occasionner. Mais l'enfant pourra comme ça prendre ce contact avec l'école. Et l'objectif, c'est de décaler les jours perdus ultérieurement sur les autres vacances scolaires et de renforcer les dispositifs d'accompagnement dès lors qu'on pourra accueillir les enfants. Et notez que 89 103 enfants feront leur entrée le 13 septembre prochain, soit 1,3% de moins que l'an dernier. La collectivité de Saint-Martin opte pour des mesures de sécurité moins contraignantes qu'en Guadeloupe, avec un simple couvre-feu à 20h. La complexité pour l'organisation des mesures sur ce territoire réside dans l'harmonisation entre le côté hollandais et le côté français. On écoute Daniel Gibbs. Et nous souffrons, je vous dis, ce qui est un avantage et aussi un inconvénient. Nous avons 2 côtés de l'île, donc on ne peut pas dissocier ces politiques très sensibles en voyant qu'un seul côté. Et malheureusement, lorsqu'on nous applique un certain nombre de dispositions, ce sont des dispositions nationales, et donc on regarde que l'aspect national. Alors que ici à Saint-Martin, nous vivons avec cette binationalité d'être français et d'être hollandais, et qu'il y a une politique parfois qui est en déconnexion avec ce qu'on peut appliquer côté français. Je donne un exemple tout simple. Nous avons eu un couvre-feu à 20h. Alors, ça aurait pu être plus tôt. Et comme je vous ai dit, avec les relations qui ont été beaucoup améliorées avec la représentation locale de l'État, nous avons eu un couvre-feu qui a été aménagé, voilà, assoupli. Mais lorsque vous avez, malgré cet assouplissement, lorsque vous avez un territoire qui a un côté qui a un couvre-feu à 20h et qu'un autre côté est à 23h, vous comprenez bien que l'activité économique entre 20 et 23h va se passer de notre côté de l'île. Et là vient la complexité de la compréhension des décisions qui sont prises. Alors, je ne dis pas que la mauvaise solution était de faire un couvre-feu à 20h côté français. Je dis simplement qu'il fallait une harmonisation. Alors, bien évidemment, ça aussi signifie que peut-être que le côté hollandais aurait pu s'agencer sur une politique commune avec le côté français. Maintenant, comme je vous ai dit, ce sont des territoires différents, avec des institutions différentes. C'est un combat qui n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des conséquences économiques importantes. Le côté hollandais aussi souffre financièrement, souffre de ce développement économique, puisqu'ils vivent également du tourisme, et donc a une vision peut-être plus tournée vers l'économie que la santé, comme nous avons été imposés sur certains dispositifs. Mais tant bien que mal, nous avons des chiffres qui sont en baisse, qui sont plutôt en stabilisation, voire vers la baisse. C'est ce qui est important, mais si l'effort était porté de la même manière des 2 côtés, cela irait de temps plus vite. Daniel Gibbs qui s'est donc entretenu avec Charlie Dagonia. Les personnels recevant du public, eux, sont en ligne de mire du pass sanitaire et certaines sociétés prennent donc les devants. À Air Caraïbes, la direction entend mettre en place le dispositif, mais pas question d'obligation vaccinale. On fait le point avec Johan Paulin, directeur général délégué de la compagnie Air Caraïbes.
Écoutez, c'est vrai que depuis le 30 août, donc avec le décret qui est sorti, donc c'est obligatoire, c'est-à-dire le pass sanitaire est obligatoire pour le personnel navigant, et donc nous comptons bien l'appliquer parce que c'est vrai qu'on demande à nos clients au départ de Paris et bientôt au départ des Antilles d'avoir soit le vaccin, soit et le test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique. Donc il est aussi normal que nos personnels navigants qui sont au contact de ces clients soient aussi avec soit le vaccin, soit le test PCR, donc qui est le pass sanitaire en fait. Pour le personnel au sol, pour le moment, nous n'avons pas encore statué sur le sujet. C'est vrai que nous regardons la situation de près parce que nous avons aussi du personnel sol au contact de nos clients, le personnel d'escale, et donc nous attendons de voir un petit peu comment la situation évolue pour pouvoir trancher cette question. Mais à ce stade, nous n'imposons pas le pass sanitaire au personnel sol, que ce soit à l'escale ou dans nos bureaux. Les choses évoluent, puisque l'État même doit se positionner sur le sujet. Pour le moment, on a entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire qu'il attendait la fin de la 4e vague aux Antilles pour voir comment il allait appliquer le pass sanitaire pour le personnel soignant et pour les pompiers, par exemple. Ce sont des personnes qui sont en contact, des malades et des pompiers, de tous ceux, par exemple, qui sont transportés dans les ambulances. Nous concernant, nous allons aussi attendre de voir comment la situation évolue, que la 4e vague se termine pour pouvoir nous positionner. Mais pour le moment, cette question, pour nos personnels dans les bureaux, c'est pas encore tranché. Non, pas du tout, pas d'obligation vaccinale. Le pass sanitaire, c'est soit on se vaccine, soit on a déjà eu aussi le Covid, parce que ceux qui ont déjà eu le Covid et qui ont leur certificat de rétablissement, ils ont le pass sanitaire. Ceux qui font des tests antigéniques ou PCR ont aussi le pass sanitaire. Donc pour nos personnels navigants, nous c'est bien le pass sanitaire que nous demandons et non pas l'obligation de vaccination. Donc des PN, que ce soit des pilotes ou des hôtesses de l'air qui font leurs tests tous les 72 heures, pour nous il n'y a aucun problème. Donc on n'impose pas la vaccination, même si bien évidemment à titre personnel je suis pour la vaccination qui est une arme pour nous défendre contre le Covid qui aujourd'hui, on le voit bien, fait des ravages en Guadeloupe et en Martinique et donc protège contre les formes graves. Et donc bien évidemment j'incite ceux qui le souhaitent, je dis bien ceux qui le souhaitent parce que je ne fais pas partie des personnes qui sont pour l'obligation, mais pour ceux qui le souhaitent, je les incite à se faire vacciner. UniTV signé Maxime Morel. Les 13 petites entreprises de Guadeloupe disent stop au blabla inutile et oui au développement économique réel. De par leur taille, ces sociétés sont souvent laissées pour compte et malgré la crise et des recettes qui s'amenuisent, les banques ne jouent pas le jeu et refusent de reporter les échéances. De quoi achever des entrepreneurs déjà en difficulté, mais ils n'entendent pas se laisser faire. La FTPE, la Fédération du tourisme de proximité et le collectif des organisations professionnelles de Guadeloupe ont signé une convention de partenariat ce matin. Le reportage de Stanley Manicor. L'adage qui dit ensemble on est plus fort se manifeste ce matin avec cette signature de convention, puisqu'aujourd'hui on se rend bien compte que les petites entreprises ont une puissance de frappe limitée quand elles sont seules et aujourd'hui n'arrivent pas à régler leurs problématiques du quotidien. On veut particulièrement parler d'une seule voix. Nous voulons représenter le tissu, véritablement le tissu économique le plus important de la Guadeloupe. Et plus que jamais, ça suffit, on ne va plus faire des jeux avec nous. On ne va plus nous laisser sur les côtés, faire croire que les petites entreprises sont défendues, mais aujourd'hui nous le ferons nous-mêmes. Nous avons pris la décision de le faire nous-mêmes. Notamment pour faire face à cette situation sanitaire. Je prends pour exemple les banques aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu pour pouvoir accompagner donc ces entreprises pour pouvoir reporter ne serait-ce que les échéances, puisqu'aujourd'hui vous savez tout ce que cette crise sanitaire aujourd'hui est égale à 0 chiffre d'affaires pour l'ensemble de nos structures et aujourd'hui avec des échéances qui continuent à courir. Voilà un petit peu les sujets que nous voulons porter et cette signature aujourd'hui va nous permettre justement ensemble, toutes les petites entreprises, de monter au créneau vers les différentes institutions pour pouvoir donc régler et nous faire entendre tout simplement et régler nos problématiques. C'est la situation actuelle, c'est la réponse du ministre Lecornu qui nous oblige aujourd'hui à porter cette réponse, à nous mettre ensemble pour que nous puissions porter réponse. Et la réponse, ça sera un projet de développement
économique de la Guadeloupe, une orientation économique que nous allons construire, bien entendu, avec la collectivité régionale, mais aussi avec l'État, pour que nous puissions constitutionnellement arriver à un choix et à un système qui fera en sorte que plus jamais nous allons souffrir dans les conditions où nous souffrons aujourd'hui. On n'a aucune visibilité. Donc aujourd'hui, nous entendons être accompagnés sérieusement par les services de l'État, puisque nous vivons une crise qui n'est pas de notre fait, bien évidemment. Ça arrive là aujourd'hui, nous ne voulons plus nous laisser couillonner, plus nous laisser emballer dans des chemins de travers. Nous avons pris la décision de faire en sorte que nous devons gagner le développement économique de la Guadeloupe. Alan Nagam, qui, on peut le dire, a de la suite dans les idées. Parlons maintenant de la maison Dubreuil à Saint-Claude, qui est sélectionnée pour l'aide à la restauration. Un bâtiment signé Aliture et qui fait partie des tout premiers ouvrages en béton armé ici en Guadeloupe. Le reste en images. Cette maison en fait a une histoire. L'histoire de cette maison fait partie des premières maisons qui ont été réalisées après le cyclone 28 avec en béton armé. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est l'architecte Aliture qui est arrivé avec cette technologie lorsqu'on lui a demandé de reconstruire les bâtiments suite à ce cyclone. Et donc cette maison qui est ici, c'est une maison individuelle, maison privée. C'est l'un des premiers bâtiments, une première construction réalisée avec cette technologie, cette nouvelle technologie. La ville de Saint-Claude, depuis tantôt, s'est inscrite dans une dynamique de préserver le patrimoine architectural de la ville. Et c'est une opportunité pour nous, la mission Berne, mais c'est à la fois aussi un vrai bonheur. Car non seulement on a pu acheter cette maison-là, on l'a achetée, pour préserver le patrimoine, mais ensuite on va pouvoir installer les aînés de la ville, au cœur de la ville de Saint-Claude. Nous avons beaucoup d'activités, nous travaillons avec les écoles, nous travaillons avec les associations, nous faisons des sorties, nous faisons beaucoup d'activités pour que nos aînés ne s'ennuient pas et pour qu'ils prolongent leur vie en fait. Les étapes de cette restauration, elles sont très particulières puisqu'il faut garder le concept architectural de l'époque. Et ça, c'est très important. Monsieur le maire l'a dit il y a un instant, c'est vraiment l'une des premières maisons sur Saint-Claude avec construction béton armé. Alors pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de nouveau, avec sous l'ère d'Aliture, enfin des commanditaires d'Aliture comme Monsieur le Mercier. Merci. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc le gros œuvre est important puisqu'on va revoir un peu les choses, mais tout en laissant l'architecture de base. Pour garder, on va dire, l'esprit architectural, conforté, parce qu'à l'intérieur il y aura les aînés, mais au sous-sol il y aura les archives, disons, de la ville. Mais les archives, justement, les archives concernant la partie architecture et construction, aménagement de la ville qui y seront. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 19h, encore une fois. Ce sera jusqu'encore à la semaine prochaine. Après, on reviendra sur notre horaire initial à 18h30. Mais en attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et n'oubliez pas que tout de suite après la coupure pub, vous aurez donc l'intégralité de l'intervention des sapeurs-pompiers qui dénonce un certain nombre d'états de fait en Guadeloupe, et vous aurez donc la réponse du docteur Patrick Portecop, qui est donc chef du SAMU de Guadeloupe. Une bonne soirée à vous sur Canal 10, on se retrouve demain. À venir sur Canal 10 Télévision, bon, je vous l'ai annoncé il y a juste 30 secondes, même pas. Tout de suite après la coupure pub, ce reportage sur les sapeurs-pompiers du SDIS de Guadeloupe qui nous parlent effectivement de leurs interventions, qu'ils ne peuvent même pas procéder à des massages cardiaques pour des personnes en arrêt. Vous avez entendu parler de ce fameux tri opéré par le CHU. Normalement, nous avons questionné la directrice de l'ARS, donc Madame Denux. On a également questionné Monsieur Portecop, pour savoir effectivement combien de Guadeloupéens étaient décédés des suites de ces choix, soit par accompagnement médicamenteux ou tout simplement par défaut d'intervention. On aimerait bien avoir un chiffre. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons insister dessus. Donc, vous aurez donc les sapeurs-pompiers après la publicité, avec effectivement cette interview du docteur Patrick Portecop, qui est chef du SAMU, qui répond un petit peu à ces accusations. Bon, il ne dément pas du tout. On lui a posé aussi des questions sur la vaccination. Une émission à
ne pas rater, vous l'aurez compris. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Jean-Michel Charléry, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Julie Noglotte, bonsoir à Louisette Marcibran, bonsoir à Philippe Belair, bonsoir à Soleil, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bisous Marie-Hélène, bonsoir à Véronique Zadig, bonsoir à Fabi Sax-Samar, bonsoir à Candice Delalin, bonsoir à Odile Zingilet, bisous Odile, bonsoir à Maude Petitpas, bonsoir à Odile Lautric, bonsoir à Carole Tex, bonsoir à Juliette Vindex, à Marguerite Moutoussami, à Corinne Labrador, à Karine Jean-Gall, à Pascal Némorin, à Jacqueline Nabel, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Négresse Maronne, bonsoir à Christelin Ma, bonsoir à Patricia Jamétal, à Muriel Jules, à Hibiscus Cayenne. Bonsoir à Rudy Chac, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, enfin bonsoir à tous les internautes qui nous suivent tous les soirs. Merci beaucoup pour votre fidélité aussi sur les réseaux. On se retrouve après la coupure pub pour cette interview du SDIS de Guadeloupe et de Patrick Portécop, donc qui est chef du SAMU.